La LPO, elle a fait un choix, le choix des citoyens. Alors c'est important, ça veut dire que nous avons fait depuis longtemps le bilan que nous ne changerions pas les décideurs. Bonjour Hervé, Bonjour. merci de nous rejoindre dans notre sauna littéraire pour ce format long de Greenfluence. Et tout d'abord, je vais commencer par une question assez simple. D'où vient votre passion pour l'ornithologie? Eh ben, j'ai eu la chance d'habiter à la campagne et puis d'avoir une rivière et d'avoir plein d'oiseaux et notamment le martin-pêcheur et le beau-voyer. Voilà. Et j'ai commencé comme ça, Donc, belle enfance. dès l'enfance. Ah, ok. Et votre engagement à la LPO, il est venu à quel moment? Il est venu à partir du moment où j'ai acheté une longue vue ornithologique. J'étais en région parisienne et puis j'ai commencé à faire des sorties sur les régions parisiennes. Ok. Et justement, quel avantage vous trouvez à l'engagement associatif, en particulier en lien avec l'ornithologie? Bah, essayer de faire bouger les choses et puis de permettre aux gens d'aborder les choses et de découvrir les choses qu'ils ont sous les yeux et qu'ils forcément voient pas toujours. Et donc, quelle importance accordez-vous justement à la pédagogie, à la sensibilisation? Bah, je pense que c'est le b.a-ba, il faut qu'on commence par ça pour que les gens puissent ouvrir les yeux et puissent faire attention à ce qu'il y a autour d'eux et de pas faire n'importe quoi. Le problème, c'est qu'on est parti loin, quoi, dans le mauvais sens. Et justement, diriez-vous que la faune sauvage est assez prise en compte dans notre société? Du tout. Mmh. Et justement, est-ce que vous pouvez donner peut-être quelques exemples sur en quoi les activités humaines Bah, on l'a vu avec le Covid, quand il y a eu le confinement où ça a été extraordinaire pour tout ce qui était faune et puis les gens découvraient les animaux, les oiseaux autour de chez eux et puis dès que le confinement a été levé, ben, c'est fini. Merci. Et maintenant, je vais peut-être vous poser une question un peu plus large. Comment vous positionnez-vous, bon, vous y avez un peu répondu, mais par rapport à la crise justement de la biodiversité, et quel lien faites-vous avec la crise climatique plus globalement? Bah, je suis très très inquiet, voire même très pessimiste. Je suis pas sûr qu'on arrive à redresser la barre, on fait ce qu'on peut, mais bon. Bonjour Christophe. Bonsoir. Donc on va également faire, je vais vous poser quelques questions pour ce format long. Vous avez peut-être déjà évoqué ça dans le format court, mais comment a commencé votre passion d'ornithologue? Alors, j'y réfléchissais un petit peu et moi, j'ai connu une enfance qui ressemblait un petit peu, si ça vous parle, à la guerre des moutons et je vadrouillais dans la campagne avec un lance-pierre à tirer sur les moineaux et à tirer sur les moineaux, oui, je comprends, ça commençait mal et quand j'ai réussi à en toucher un, j'ai compris un petit peu l'ampleur des dégâts et ça m'a un peu marqué et de là, voilà, j'ai eu un autre regard justement sur la nature et voilà, et voilà, et après j'ai évolué toujours, donc voilà, j'étais toujours, je dirais un peu dans une position de, voilà, d'apprécier le décor, en tout lieu et c'est ça, quoi. Je suis un peu dans la contemplation, je dirais, si j'étais dans un ordre religieux, mais c'est loin du débat. Et pourquoi justement avez-vous choisi la LPO? Ben, la LPO, c'est parce que je crois que je n'arrive pas à m'en souvenir, mais je crois que c'est la première association que j'ai trouvé un peu en face avec mes idées et je suis parti comme ça. Alors d'abord comme simple adhérent de loin et puis après par un concours de circonstances, j'ai pu participer à une sortie ou 2 organisée. Puis de là, bon, je suis rentré un petit peu dans le système et puis voilà. C'est aussi simple que ça. Et justement, vous accordez de l'importance à la pédagogie et la sensibilisation au travers des ateliers. Enfin, nous, justement, étudiants, Ben, oui. Oui, non, mais je dirais que c'est essentiel. Alors, je dirais par goût, en plus, parce que, bah, j'aime un peu transmettre, un peu de manière très modeste, mais je pense que, voilà, quand on peut essayer de partager ses goûts, ses envies, ses passions, c'est quand même sympa. Je dirais que c'est un peu idéal. Alors, non pas que je sois sûr d'avoir fait les bons choix, mais en même temps, échanger. Puis je dirais que malgré tout, si on peut être parfois pessimiste, malgré tout, l'avenir passe par la jeunesse et l'espoir qu'elle porte. Mhm. Et donc, justement, vous pensez que la LPO agit pour rendre accessible au grand public ces enjeux liés à la faune sauvage? Oui, oui, je pense parce que c'est un peu même dans sa mutation. Je pense que
Historiquement, la LPO, elle est un peu née au point de départ d'une protection très ponctuelle des macareux moines donc sur le littoral breton. Et les gens se sont dit c'est une connerie de laisser le baltrap s'instaurer. Et aujourd'hui, on en est rendu à la protection du vivant, donc c'est un cadre beaucoup plus large parce que au-delà des oiseaux, tout s'interpénètre, tout se conjugue, et donc on ne peut pas prendre que le parti des oiseaux, c'est le vivant en général et l'homme dans la boucle du vivant. Oui, c'est ça, la LPO ne se concentre plus seulement sur les oiseaux et mène des actions sur... Tout à fait. C'est quelque chose de général. Si on veut agir, on peut pas agir sur les oiseaux en particulier et négliger le reste. Donc tout se tient. Et c'est vraiment moi le fond de ma pensée aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est une question d'équilibre. Dès qu'il y a des équilibres, tout s'effondre. Donc on peut pas se contenter des oiseaux. Il faut avoir un cadre large. Avoir à cœur les enjeux de biodiversité. Forcément. C'est inévitable. Ok, on fait. Et justement, une question sur l'impact des activités humaines sur la faune sauvage. Est-ce que vous pensez à des exemples, peut-être locaux, moins locaux? Alors, moi, au point de départ, j'étais passionné d'abord par le monde des poissons. Les poissons, parce que j'étais à la guerre des boutons, j'allais à la pêche, tout ça, et j'ai vu le peuplement des rivières s'effondrer complètement. J'ai d'autre part été consterné parce qu'autrefois vous aviez des poissons qui s'appelaient des anguilles, dont on connaît encore très mal un petit peu le mode de reproduction, puisque c'est un oiseau migrateur, un poisson migrateur qui va dans la mer des Sargasses pour se reproduire. Et c'était un poisson extrêmement commun autrefois. Et aujourd'hui, il a quasiment déserté tous nos cours d'eau en France, en Europe et ailleurs. Et on se rend compte que même dans le canal de l'Orne, il y avait des pêcheurs professionnels qui pêchaient les alevins pour approvisionner les marchés espagnols et japonais, justement, en civelle. Et donc, détruire le vivant, une espèce, par ces alevins, par ces petits, j'ai trouvé ça, je trouvais que c'était incongru, que c'était impensable. Et ça perdure encore, malheureusement. Et c'est des exemples comme ça, et ça se passe à Caen aujourd'hui et encore. Donc c'est un petit peu ça qui me motive. C'est oui, on a quand même toujours des moyens d'action, et malgré tout, il faudrait vouloir agir, et on ne veut pas toujours, quoi. Donc là, vous parlez des pêcheurs. Pêcheurs, et donc de la même façon que voilà, on peut transposer ça. C'était à titre d'exemple, mais pour les oiseaux, c'est pareil, si vous voulez. Donc il y a vraiment toujours des moyens d'agir, et surtout des choses, je dirais, béantes sur lesquelles il faudrait agir. La problématique de la chasse, on ne peut pas passer à côté aujourd'hui. Si vous voulez, voilà, donc s'intéresser à des oiseaux migrateurs qu'on va tirer en plein parcours de reproduction ou l'inverse, c'est un peu aberrant aujourd'hui. Et voilà, donc aller tirer des canards qui viennent chercher le repos la nuit sur une mare, ça me paraît assez incongru au XXIe siècle. Mais voilà, visiblement, tout le monde n'a pas cette vision, quoi. C'est ça, on voit qu'il y a des conflits d'usage. Tout à fait. On peut. Merci. Alors, quel lien faites-vous avec donc, ces enjeux de biodiversité et la crise climatique qui arrive là? Eh bien, c'est vraiment une question extrêmement large et hyper technique, et qui va certainement... C'est pas que justement la question climatique parfois masque un peu les enjeux de biodiversité. Souvent, on parle plus de climat et... Certainement, c'est-à-dire que je pense qu'on est, à mon avis, dans nos sociétés, extrêmement centrés sur le problème énergétique, parce que c'est un petit peu le nerf de la guerre, c'est au sens propre et au sens figuré un peu le carburant de nos économies. Donc on a peur de tomber à court, et il faut trouver des moyens qui puissent peut-être éventuellement protéger un peu l'environnement, mais c'est pas forcément la quête majeure. Donc oui, je dirais que ça masque aujourd'hui beaucoup, parce que du temps, il n'y avait pas trop de problèmes énergétiques. On a par contre pollué les terres sans vergogne. On continue encore, et les rivières aussi, et les océans. Et ça, c'était pas un frein à tout ça. Donc le problème énergétique, c'est juste effectivement un problème un peu industriel aujourd'hui qu'il faut résoudre, mais c'est pas voilà, l'essentiel est aussi ailleurs, quoi, je veux dire. Mais ça fait partie du lot. Donc la biodiversité, non. Ah ben, elle est essentielle, mais il faudrait commencer par le commencement. Je pense qu'on ne peut rien faire sans protéger la biodiversité, et laisser les choses aller simplement en essayant je dirais, de se reverdir l'esprit en pensant que les énergies nouvelles vont nous sauver. Ce n'est que la moitié du problème, quoi. Le problème est beaucoup plus entier, quoi. Et quelle position vous adoptez par rapport à ça? Est-ce que vous êtes optimiste? Alors moi, je dirais très naturellement, je suis optimiste, parce que c'est ma nature profonde. Mais ne me demandez pas pourquoi, mais je dirais que voilà, je pense que voilà, il y a quelqu'un disait, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc voilà, non mais voilà, blague à part, je dirais que voilà, il faut espérer, il y a des choses à faire, sinon on vaut mieux arrêter tout de suite, quoi. Je veux dire, donc non, il y a des choses à faire, mais ça passe effectivement par
ce genre d'entretien, essayer d'expliquer son pourquoi, puis s'engager aussi, savoir s'engager parce que, voilà, aujourd'hui, on manque d'engagement, si vous voulez. Donc, même dans nos associations, aujourd'hui, il faut pousser les gens à s'engager. Si on pense qu'une cause est juste et qu'on a envie de faire passer des messages, il faut s'engager, militer. C'est pas simple tous les jours, mais c'est important. Ouais, le levier. C'est essentiel, à mon avis. Même, faut le voir aussi un peu comme, je dirais, un contre-pouvoir aujourd'hui. C'est-à-dire que si on a des associations fortes, on peut être entendu. Si vraiment on est juste éclaté comme ça, on n'a aucune chance d'être perçu, quoi. Ou justement, je ne sais pas si vous, le mot de transition vous parle. Est-ce que par quoi peut-elle passer? Là, on parlait juste du levier associatif. Mhm. Moi, je pense que oui, malgré tout, si on est dans un système de société où chacun a son mot à dire, il faut s'arranger pour se faire entendre. Donc, c'est vrai que soit on choisit une carrière politique, ce qui pourrait vous intéresser. On peut aussi choisir le mode associatif parce que c'est aussi un moyen de se faire entendre et puis de se dire qu'à plusieurs, on est moins seul et donc on peut avancer. Donc, c'est un peu mon credo, sans être militant pour être militant, mais simplement, je vous dis, voilà, c'est ça. Quand on croise des gens qui ont une certaine communion de pensée, on se dit, tiens, en fait, c'est peut-être pas si idiot que ça, ce que je fais, quoi. Donc, c'est un peu ça, mon point de vue. Très bien. Voilà. C'est Christophe. Avec vous, Frédéric, pour nos questions. Alors, même chose, l'ornithologie, pour vous, ça vient d'où? Alors moi, j'étais un enfant de pauvre dans un milieu très urbain. Et un enfant qui s'est passionné pour le vivant comme objet d'étude, peut-être d'évasion. Sait-on jamais. Voilà, c'est venu comme ça. Et après la LPO, est-ce que ça a été une évidence, cette association en particulier? C'est une évidence, oui, parce que la LPO m'intéressait particulièrement pour des raisons politiques, au sens noble de la politique. La LPO, elle a fait un choix, le choix des citoyens. Alors c'est important, ça veut dire que nous avons fait depuis longtemps le bilan que nous ne changerions pas les décideurs et qu'ils ne feraient jamais les bonnes politiques. Et comme ils ne les feront jamais, et que même si nous avançons des éléments scientifiques de conviction, ils ne nous écouteront jamais, la seule solution, ce sont les citoyens et s'occuper des citoyens. C'est la particularité de la LPO d'avoir mis l'accent sur les citoyens, donc les adhérents et la conviction du grand nombre. D'accord. Voilà. Mais vous pensez pas que certains responsables politiques d'affluence écologiste, justement, ne pourraient pas plus vous écouter? Alors bien sûr, il y a des grandes variabilités, j'en dirai tout à l'heure un petit mot dans l'exposé sur les énergies renouvelables. Bien sûr, évidemment, mais ce sont aussi des citoyens. La question, c'est la pression doit venir des citoyens eux-mêmes et pas seulement des élites en place. Ça ne fonctionnera pas. Déjà, tout simplement parce que ces personnes, élites, qui sont l'élite, entre parenthèses, de la société, défendent aussi des intérêts. Vous savez, quand on regarde qui est au Parlement en France, Sénat et Assemblée nationale, en fait, on s'aperçoit que c'est pas très révélateur de ce que c'est que la population. Voilà. D'accord. Merci. Alors, pour en revenir peut-être aux actions de la LPO, quelle importance accordez-vous à la sensibilisation au sein de la LPO? Parce que J'oserais presque dire que c'est la suite de ma réponse de la question d'avant. Forcément l'essentiel, évidemment, puisque si on pense qu'on changera les choses par la pression citoyenne, la sensibilisation, elle est fondamentale. Alors bien sûr, forcément, elle s'appuie, nous, ça c'est très clair, la LPE est une association naturaliste scientifique aussi. Donc ça s'appuie bien sûr sur un niveau d'expertise et de connaissance. Mais cette connaissance, on cherche à la transmettre directement. Moi, je n'hésite pas à avoir des discours volontaristes dans le domaine, mettre les connaissances scientifiques, même les plus élevées, à disposition des citoyens. Voilà. Et la sensibilisation, c'est aussi ça. donc ça passe aussi un peu par un volet de vulgarisation pour rendre plus accessible. Ouais, c'est marrant, le mot de vulgarisation, je l'emploie jamais, moi, parce que ça peut. Oui, parce que vous Eh oui. disiez compétences scientifiques. Bien sûr. En fait, Là, nous, par exemple, ici, on n'a pas, c'est particulier parce qu'on a quand même quelques cours
qui ont attrait aux sciences naturelles, par exemple, mais dans les IEP, il n'y a pas forcément ça. Alors, j'oserais presque dire que si un scientifique, dans son discours scientifique, ne se fait pas comprendre les citoyens, c'est qu'il maîtrise mal son sujet, ou alors qu'il fait exprès de ne pas être compris pour pouvoir être reconnu par ses pairs comme quelqu'un qui sait parler uniquement dans le petit monde spécifique des scientifiques. Normalement, un scientifique doit être capable de tenir son discours et d'être compris par tout le monde. Et tenir une réponse claire. Absolument. D'accord. C'est pour ça que j'emploie pas le terme de vulgarisation en général. Donc la question sur les activités humaines et leur impact, sur la faune sauvage et justement, peut-être que vous pouvez apporter un éclairage avant la conférence sur, les installations, aux énergies renouvelables et leur Alors, impact. Vous savez, parce que vous l'avez entendu, même le grand public l'a entendu, on parle de 6e crise d'extinction des espèces. Alors je précise qu'on n'est pas dans la 6e extinction des espèces. Nous en prenons le chemin. Évitons d'en prendre le chemin, mais nous n'y sommes pas. Et souvent, je dis, imaginons que tout d'un coup, les humains réagissent bien, projetons-nous dans 200 000 ans, si vous voulez, 300 000 ans, 1 million d'années, on ne verrait pas la crise d'extinction des espèces aujourd'hui, parce qu'on en est encore, heureusement, loin. Mais ça peut venir plus vite qu'on croit, et en tout cas, on en prend le chemin. Et donc ça veut bien dire que les activités humaines sont directement responsables de cette crise climatique et de cette crise d'effondrement du vivant, parce qu'on est bien dans une crise d'effondrement du vivant, directement liée aux activités humaines. Et les activités humaines, ce n'est pas le dérangement. Ce n'est pas parce qu'il y a 8 milliards d'humains que le vivant va mal. C'est parce que les activités des humaines dans 2 domaines clés, majeurs, même si bien sûr il y a en gros le GIEC que tout le monde connaît, et puis son équivalent pour la biodiversité identifie les grandes causes de l'effondrement du vivant. Mais dedans, on va mettre d'abord la simplification des écosystèmes et la chimie. Si les humains réagissent, nous pouvons relancer sans problème le vivant qui nous surprend toujours par ses capacités. Capacité de résilience. Oui. Complètement. Très bien, merci. Comment vous positionnez-vous par rapport à la crise de la biodiversité et plus largement face à la crise climatique? Faites-vous une hiérarchie entre justement la cause climatique et la cause de la biodiversité? Voilà. Alors, je vais vous répondre avec un mot que vous connaissez, peut-être, je ne sais pas. Alors moi, je vais dire honnêtement que quand j'ai vu le mot arriver le 17 décembre, je ne le connaissais pas, je suis vite allé chercher qu'est-ce que ça pouvait bien vouloir dire Nexus. Ça ne vous dit rien, forcément. Alors, le rapport Nexus, c'est le rapport 17 décembre de l'IPBES. L'IPBES, c'est le GIEC de la biodiversité. Nexus, c'est le point, en fait, si j'ai bien compris, le point central. Je vais vite regarder dans un dictionnaire ce que ça pouvait vouloir dire. Mais c'est les scientifiques, alors forcément, ils essaient de dire des choses pour que personne comprenne. Mais bon, et c'est le point nodal, en quelque sorte. Il y a 5 éléments clés. Quand on agit sur un des éléments, en positif, l'action ne doit pas impacter les 4 autres. Le climat, la biodiversité, l'alimentation, l'eau et la santé humaine. Ça veut dire que une action doit être favorable aux 5 éléments du nexus. Et c'est là qu'on voit qu'en matière de biodiversité, on est complètement à côté. Nous ne pourrons pas modifier la problématique de la crise climatique si nous ne prenons pas en compte la biodiversité à même niveau, ainsi que les problématiques de l'alimentation, de l'eau et de la santé. Les 5 sont à prendre en même temps. C'est ça, il n'y a pas une cause à privilégier. Non, c'est tout ensemble. Et singulièrement, en matière de biodiversité, c'est le plus difficile pour nous à expliquer. Singulièrement, les problématiques de biodiversité impactent autant le climat que le contraire. La crise climatique fait chuter la biodiversité. Chaque fois qu'on agit en positif sur la biodiversité, on aide à lutter contre la crise climatique. Et ceci pour une petite raison toute simple.
J'aurais pu dire tout à l'heure, bon, j'ai parlé d'un oiseau préféré, mais si on m'avait demandé quel était l'être vivant, mon être vivant préféré, je vous aurais parlé bien sûr des cyanobactéries, c'est-à-dire celles qui ont construit notre atmosphère. Ça veut dire que nous sommes sur une planète qui n'est pas un pur produit de l'univers. Notre vie, tout le vivant, a été fabriqué par le vivant, qui a construit petit à petit les conditions d'existence du vivant. C'est dire à quel point nous sommes dépendants des autres êtres vivants. 60% de l'absorption du gaz carbonique, c'est un des éléments climatiques majeurs, et 60% est absorbé par le vivant. Voilà. Si on l'oublie, la crise climatique, on n'arrivera pas. Et êtes-vous optimiste, justement? Alors, la question de l'optimisme ou du pessimisme. Si on m'avait posé cette question en 1788, en me disant, donc c'est l'année d'avant 1789, qui doit vous dire quelque chose, et on m'aurait dit, est-ce que vous êtes optimiste, parce que ça fait quand même 1000 ans qu'on a la féodalité, est-ce que vous croyez... Bon, forcément, en 1788, je vous aurais dit, bah non, je suis très pessimiste, vous vous rendez pas compte, ça fait 1000 ans qu'on y est et ça va pas bouger. Un an après, les Français prenaient la Bastille, et le monde aussi changeait. Ça veut dire qu'il y a deux choses différentes. Il y a ce qu'on appelle les conditions subjectives, c'est-à-dire la conscience des humains, qui est très variable. Et donc, en fait, optimiste, pessimiste, ça n'a pas d'intérêt, de toute façon, c'est très variable. Et à côté de ça, il y a ce qu'on appelle les conditions objectives, ce qui est en profondeur. Nous n'avons jamais été sur la planète dans des conditions aussi favorables pour gérer la crise écologique qui est devant nous, pour deux raisons clés. La première, parce que nous sommes enfin une véritable humanité, toute l'humanité se reconnaît. Aujourd'hui, les pensées sont globales, et si vous interrogez des Africains, des Américains du Sud, des gens de partout, eh bien en fait, on s'aperçoit que, en partie, par les médias et le mouvement sur la planète, et le nombre d'individus que nous sommes, eh bien en fait, tout le monde se reconnaît comme des humains avec la même pensée culturelle globale. C'est la première fois. Ça n'est jamais arrivé. Et c'est très positif. Et le deuxième élément, c'est que nous avons un niveau de connaissance considérable aujourd'hui, accumulatif, qui fait que nous pouvons enfin sortir des pensées magiques. Tout est prêt pour que les humains réagissent. Donc justement, pour vous, la transition a un sens? Ou quel levier d'action pour Alors les leviers d'action, on y revient au début de la première question. Ce sont les citoyens du monde et c'est à eux d'agir. Et nous, on essaye d'aider à ce que nous agissions ensemble avec tous les citoyens du monde pour justement prendre en quelque sorte en position, en situation, toutes les problématiques environnementales, aussi bien climatiques que de santé, que d'alimentation, que de biodiversité, bien sûr. Et l'avenir, il est là, et il est parfaitement possible. Donc un message d'action et de rassemblement. Un message d'action, de rassemblement, et d'une certaine façon, forcément d'optimisme, quand moi, je fais un constat, qui est un constat, je pense, objectif et scientifique, que les conditions sont favorables pour que nous changions le monde. Voilà. Merci bien d'avoir répondu à mes questions. Conclusion. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode de Greenfluence. C'était un plaisir pour moi d'apparaître sur cette chaîne en compagnie des 3 invités. Merci à tous et à la prochaine fois.